France Culture, il est 17h, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français dans le texte. Bonjour à tous. En français dans le texte fait résonner les plus belles pages de la littérature française, des grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophiques et historiques, lus dans la voix de grands comédiens et analysés de manière savante en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Des textes au programme du baccalauréat, à écouter par tous et à réviser si vous avez moins de 18 ans. Aujourd'hui, les lettres persanes de Montesquieu. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Alors que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se tient chaque année à cette période en Seine-Saint-Denis, n'a pu ouvrir réellement ses portes, sa directrice va renouer avec les joies de la dictée. Elle s'appelle Sylvie Vassallo et elle sera avec nous, accompagnée de l'auteur jeunesse Valérie Zenati, à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Les Persans qui écrivent ici étaient logés avec moi, nous passions notre vie ensemble. Ils me communiquaient la plupart de leurs lettres, je les copiais. En 1721 paraît une espèce de roman dont l'auteur anonyme déclare dans l'introduction n'avoir fait que traduire une correspondance des lettres échangées par des Persans en voyage en Europe. Le roman va rencontrer un vif succès à sa sortie et l'auteur est tout de suite démasqué. Il s'agit du baron de Montesquieu, jeune et riche magistrat de la région de Bordeaux, qui va se rendre à Paris pour profiter de la reconnaissance toute neuve dont il fait soudain l'objet. Roman épistolaire, les lettres persanes a tout pour séduire. Il raconte les péripéties et les réflexions de deux Persans fortunés qui quittent Ispahan pour séjourner près de 9 ans à Paris. Datées entre 1711 et 1720, ces lettres fictives nous permettent de suivre les personnages sur une longue période, de les voir évoluer. C'est aussi le temps long du voyage au XVIIIe siècle, puisque les voyageurs parcourent un peu plus de 5000 kilomètres. Au cœur de cet échange, la vie du sérail et les aventures de son puissant seigneur, Usbek. Il a laissé derrière lui un harem occupé par des femmes superbes, encadrées, surveillées par des eunuques plus ou moins complaisants. Mais dans ces lettres, on suit surtout le parcours de deux Persans à Paris, Usbek et Rika. Usbek est le plus âgé et le plus sage. C'est un homme éclairé qui se fie à sa raison, note ses impressions. Il n'hésite pas à poursuivre une réflexion au fil parfois d'une dizaine de lettres qui se suivent. Un voyageur qui n'est pas poussé par la seule curiosité, mais qui cherche aussi à fuir le despote et la cour qu'il déteste. Rika, lui, est plus vif et il est plus sociable. Il commence presque toujours les lettres qu'il adresse à Usbek par ce que lui ont enseigné ses différentes rencontres. Ethnologue avisé, assez désabusé aussi, il accorde peu de foi à l'humanité. Au fil des lettres, Rika se montre pourtant de plus en plus séduit par les mœurs de Paris. Le roman épistolaire a donc un double intérêt. On y découvre à la fois la vie des Persans dans un Orient fantasmé par le regard européen, à travers la vie d'un harem dont l'auteur grossit le trait de l'exotisme. Et à travers le regard ébahi de ces deux voyageurs, on redécouvre aussi nos mœurs. Au moment où paraissent les lettres persanes, en 1721, Louis XIV vient de mourir et Louis XV, son arrière-petit-fils, est trop jeune pour régner. C'est donc le duc d'Orléans qui va assurer la régence jusqu'en 1723, date de la majorité du roi. Le règne du roi Soleil s'achève sur des notes très sombres. Le royaume est ruiné par les guerres menées en Europe. C'est cette France-là qu'observe Montesquieu depuis sa position privilégiée d'homme de loi, d'homme de lettres, mais aussi d'aristocrate. Et en donnant la parole à ces deux Persans, il va aborder bien des sujets qui le révoltent dans la conduite des Français et dans l'exercice du pouvoir. Sous la plume de ces deux voyageurs, les Parisiens apparaissent souvent superficiels, sans esprit, mais aussi grands parleurs, sophistes jamais fatigués de leur propre logorée. Dans ce roman, l'auteur va développer un propos à la fois subversif et efficace, énoncé dans une langue logique, dont les phrases courtes portent des messages précis. Le format des lettres est avant tout l'occasion pour Montesquieu de développer plus ou moins longuement ses réflexions, en faux voyageur, mais en vrai philosophe.
Ces réflexions ouvrent la voie au mouvement des Lumières, qui permettra aux penseurs du XVIIIe d'éclairer leurs contemporains et de dénoncer les travers d'un pouvoir despotique. C'est bien le projet de Montesquieu, tel qu'il le livre dans ses Réflexions, ajoutées à l'édition de 1754. Dans la forme des lettres, écrit-il, où les acteurs ne sont pas choisis et où les sujets qu'on traite ne sont dépendants d'aucun dessein ou d'aucun plan déjà formé, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman, et de lier le tout par une chaîne secrète et en quelque façon inconnue. Je vous propose maintenant d'écouter dans la voix du comédien Emmanuel Lemire la lecture de 4 lettres, la lettre 23, puis la 24, avant la 36 et la 87e lettre, extraites toutes de cette correspondance imaginaire signée Montesquieu. Et avant de nous arrêter sur une lettre en particulier, une 5e, c'est-à-dire la 99e lettre, que nous allons analyser après l'avoir écoutée. Au fil de cette sélection, vous le verrez, c'est Paris, dont la vie quotidienne est rapportée ici par Rica et par Usbek. Paris, siège de l'Empire d'Europe, qu'ils avaient hâte de découvrir, charmés par le vent de la liberté qui semble y souffler. Ils espèrent y trouver l'esprit, le charme, la culture et les conséquences politiques d'une nation qui a engendré tant de philosophes. Dans les cartes postales qu'ils envoient à leurs proches, ils peignent avec une apparente naïveté les mœurs bien étonnantes des Français et des Françaises. Leurs excès et leurs précipitations, les séductions et les minauderies, et tout ce dont la France s'enorgueillit, encore aujourd'hui, devient sujet de moquerie. Comme la mode, si raffinée, si élégante, devient une sorte de course frénétique et un appel à une consommation d'ores et déjà privée de toute mesure. On est 2 siècles et demi avant le Black Friday. Mais aussi l'architecture de la ville et les cafés au XVIIIe. Ce faisant, il peint le portrait de notre petite société. On écoute tout de suite Emmanuel Lemire. Lettre 23. Usbek à son ami Ibn. Nous sommes arrivés à Livourne dans 40 jours de navigation. C'est une ville nouvelle. Elle est un témoignage du génie des ducs de Toscane, qui ont fait d'un village marécageux la ville d'Italie la plus florissante. Les femmes y jouissent d'une grande liberté. Elles peuvent voir les hommes à travers certaines fenêtres qu'on nomme jalousies. Elles peuvent sortir tous les jours avec quelques vieilles qui les accompagnent. Elles n'ont qu'un voile. Leurs beaux-frères, leurs oncles, leurs neveux peuvent les voir sans que le mari s'en formalise presque jamais. C'est un grand spectacle pour un mahométan de voir pour la première fois une ville chrétienne. Je ne parle pas des choses qui frappent d'abord tous les yeux, comme la différence des édifices, des habits, des principales coutumes. Il y a jusque dans les moindres bagatelles quelque chose de singulier que je sens et que je ne sais pas dire. Nous partirons demain pour Marseille. Notre séjour n'y sera pas long. Le dessein de Rica et le mien est de nous rendre incessamment à Paris, qui est le siège de l'Empire d'Europe. Les voyageurs cherchent toujours les grandes villes, qui sont une espèce de patrie commune à tous les étrangers. Adieu, sois persuadé que je t'aimerai toujours. À Livourne, le 12 de la lune de Saphar, 1712. Lettre 24. Rica à Ibn, à Smyrne. Nous sommes à Paris depuis 1 mois et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or, comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autre fonds que des titres d'honneur à vendre,
et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'1 million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de 2, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut 2. Et il le croit. S'il a une guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent. Et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tantôt il lui fait croire que 3 ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et 1000 autres choses de cette espèce. J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu ne balances à les croire. On dit que pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins, qui s'étaient tous ligués contre lui, il avait dans son royaume un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouraient. On ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de 30 ans, et que malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver un seul. Ils vivent avec lui, ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux, et cependant, on dit qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils existent en général, et qu'ils ne sont plus rien en particulier. C'est un corps, mais point de membres. Sans doute que le ciel veut punir ce prince de n'avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu'il a vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles et dont le génie et le destin sont au-dessus du sien. Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses bien éloignées du caractère et du génie persan. C'est bien la même terre qui nous porte tous deux, mais les hommes du pays où je vis et ceux du pays où tu es sont des hommes bien différents. De Paris, le 4 de la lune de Rébiab II, 1712. Lettre 36. Usbek à Rédi, à Venise. Le café est très en usage à Paris. Il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles. Dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent. Au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croit qu'il en a 4 fois plus que lorsqu'il y est entré. Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie, et qu'ils amusent leur talent à des choses puériles. Par exemple, lorsque j'arrivai à Paris, je les trouvai échauffés sur une dispute la plus mince qu'il se puisse imaginer. Il s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec, dont depuis 2000 ans on ignore la patrie aussi bien que le temps de sa mort. Les 2 parties avouaient que c'était un poète excellent. Il n'était question que du plus ou du moins de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux. Mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres. Voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement, de part et d'autre, des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n'admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller devant un de ces défenseurs du poète grec attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé, et je crois que ce zèle si délicat sur la réputation des morts s'embraserait bien pour défendre celle des vivants. Mais quoi qu'il en soit, ajoutai-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimitié des censeurs de ce poète, que le séjour de 2000 ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si implacable. Ils frappent à présent des coups en l'air. Mais que serait-ce si leur fureur était animée par la présence d'un ennemi? Ceux dont je te viens de parler disputent en langue vulgaire, et il faut les distinguer
d'une autre sorte de disputeurs, qui se servent d'une langue barbare, qui semble ajouter quelque chose à la fureur et à l'opiniâtreté des combattants. Il y a des quartiers où l'on voit comme une mêlée noire et épaisse de ces sortes de gens. Ils se nourrissent de distinctions. Ils vivent de raisonnements et de fausses conséquences. Ce métier, où l'on devrait mourir de faim, ne laisse pas de rendre. On a vu une nation entière chassée de son pays, traverser les mers pour s'établir en France, n'emportant avec elle, pour parer aux nécessités de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Adieu. À Paris, le dernier de la lune de Zilagé, 1713. Lettre 87 de Rika. On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied-là, il me paraît qu'un François est plus homme qu'un autre. C'est l'homme par excellence, car il semble être fait uniquement pour la société. Mais j'ai remarqué parmi eux des gens qui non seulement sont sociables, mais sont eux-mêmes la société universelle. Ils se multiplient dans tous les coins et peuplent en un instant les 4 quartiers d'une ville. 100 hommes de cette espèce abondent plus que 2000 citoyens. Ils pourraient réparer aux yeux des étrangers les ravages de la peste ou de la famine. On demande dans les écoles si un corps peut être en un instant en plusieurs lieux. Ils sont une preuve de ce que les philosophes mettent en question. Ils sont toujours empressés, parce qu'ils ont l'affaire importante de demander à tous ceux qu'ils voient où ils vont et d'où ils viennent. On ne leur ôterait jamais de la tête qu'il est de la bienséance de visiter chaque jour le public en détail, sans compter les visites qu'ils font en gros dans les lieux où l'on s'assemble. Mais comme la voie en est trop abrégée, elles sont comptées pour rien dans les règles de leur cérémonial. Ils fatiguent plus les portes des maisons à coups de marteau que les vents et les tempêtes. Si l'on allait examiner la liste de tous les portiers, on y trouverait chaque jour leur nom estropié de 1000 manières en caractères suisses. Ils passent leur vie à la suite d'un enterrement, dans des compliments de condoléances ou dans des sollicitations de mariage. Le roi ne fait point de gratification à quelqu'un de ses sujets qu'il ne leur en coûte une voiture pour lui en aller témoigner leur joie. Enfin, ils reviennent chez eux, bien fatigués, se reposer pour pouvoir reprendre le lendemain leurs pénibles fonctions. Un d'eux mourut l'autre jour de lassitude, et on mit cette épitaphe sur son tombeau. C'est ici que repose celui qui ne s'est jamais reposé. Il s'est promené à 530 enterrements. Il s'est réjoui de la naissance de 2680 enfants. Les pensions dont il a félicité ses amis, toujours en des termes différents, montent à 2 600 000 livres. Le chemin qu'il a fait sur le pavé à 9 600 stades. Celui qu'il a fait dans la campagne à 36. Sa conversation était amusante. Il avait un fond tout fait de 365 contes. Il possédait d'ailleurs depuis son jeune âge 118 apophthegmes tirés des anciens qu'il employait dans les occasions brillantes. Il est mort enfin à la 60e année de son âge. Je me tais, voyageur, car comment pourrais-je achever de te dire ce qu'il a fait et ce qu'il a vu? À Paris, le 3 de la lune de Gémadi II, 1715. Et maintenant, comme convenu, venons-en à la lettre 99, les caprices de la mode. Lettre 99. Rika à Redi, à Venise. Je trouve les caprices de la mode, chez les François, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers, et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé.
Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes, selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches, et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en dise le critique, les filles se trouvent autrement faites que leur mère. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Les François changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à tous les autres. De Paris, le 8 de la lune de Saphar, 1717. Lecture signée Emmanuel Lemire. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, dans Français dans le texte, l'analyse de ces lettres avec la professeure Laure Soudy qui attire votre attention tout d'abord sur le destinataire de ce courrier. Dans sa lettre 99, Rika écrit à Reddy, un ami persan qui séjourne à Venise et qui ne connaît pas la France. Reddy est un interlocuteur privilégié qui lui aussi s'étonne de ce qu'il voit et découvre. Dans la lettre 31, il écrit « On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise ». Dans cette lettre, Rika choisit de lui parler d'un sujet en apparence léger, le rapport que les femmes entretiennent avec la mode. D'abord drôle, ce texte prend progressivement une tournure assez inattendue. Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ainsi commence la lettre. C'est court, éloquent. Rika prend parti à la première personne et avec ce présent d'énonciation, ce « je trouve », mais son opinion est pour le moment assez prudente. L'adjectif, retardé et renforcé par l'incise ethnologique « chez les Français », n'annonce pour le moment que de la surprise. Étonnant, écrit-il. Seul le terme au pluriel « caprice » nous met un peu sur la piste de ce qui va suivre. À savoir toutes les extravagances autorisées par la mode parisienne. Sans distinction de genre, ils, au pluriel, englobent autant les hommes que les femmes. Ils ont oublié, ils ignorent, et on ne saurait croire. La mode produit visiblement chez ces gens des comportements irrationnels. Les propositions subordonnées, interrogatives, indirectes énumèrent ces comportements. Comment ils étaient habillés cet hiver, comment ils le seront cet été, et combien il en coûte à un mari. Le choix des temps, imparfait, futur et présent, insiste sur l'instabilité des coutumes vestimentaires. Rika n'est pas aussi naïf qu'il veut bien le laisser croire, et sa surprise feinte masque à peine son ironie. La question rhétorique qui suit, que me servirait de te faire une description, est immédiatement résolue par la réponse qu'il apporte lui-même. Des comportements si versatiles que le temps de référence devient celui d'une lettre. Avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Le temps de recevoir sa lettre et la mode aura déjà changé, vous l'aurez compris. Deuxième exemple, Rika s'intéresse maintenant aux femmes et à une en particulier, sans la nommer toutefois, ce qui donne à son exemple une portée générale, principe même de la caricature. Au moyen d'un adjectif peu approprié, antique, l'auteur vieillit la femme prématurément en la momifiant dans une époque très reculée de l'histoire.
Rika ne recule devant aucune hyperbole. Le fils méconnaît le portrait de sa mère. Et il imagine avec jubilation le parcours psychologique de ce fils face à sa propre mère, que la mode a défiguré au point de la lui rendre étrangère. L'usage de plusieurs temps à la fois contribue une fois encore à désorienter le lecteur. Les coiffures montent au présent d'habitude, les talons faisaient à l'imparfait, les architectes ont été obligés au passé composé, puis de brusques retours au présent d'actualité comme « aujourd'hui, il n'en est pas question ». La mode, en somme, est fluctuante et bonne chance à celui qui cherche à suivre. Rika se moque de ceux qui se laissent asservir. Les coiffures montent, une révolution les fait descendre, on voit une quantité prodigieuse de mouches et elles disparaissent toutes le lendemain. Certaines expressions, choisies avec beaucoup de soin, feignent une description naïve et ces images sont un régal, comme l'expression « les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air ». Montesquieu utilise là des termes très visuels qui créent un tableau hyperbolique où la femme et ses talons défient les lois naturelles. Le texte se clôt par un virage assez brutal. Alors qu'on assiste à travers lui à cette comédie cruelle, Rika établit un parallèle avec un sujet étranger au premier. Il reprend le terme utilisé plus haut, cette changeante nation, et le décline en un verbe, les Français changent de mœurs. Mais ce n'est plus la mode qui régit leurs actions, c'est l'âge de leur roi. En 1717, date à laquelle est rédigée la lettre de Rika, Louis XIV est mort depuis 2 ans. Il a cédé la place à Louis XV, son arrière-petit-fils, encore tout jeune. Rika évoque donc ici un revirement extraordinaire dans l'exercice du pouvoir qui a fait passer les Français d'une monarchie exercée par un roi de 77 ans à son successeur, alors âgé de 5 ans. Et les 2 dernières phrases du texte associent puissamment la versatilité des comportements face à la mode au gouvernement mené par le roi de France. Les termes impriment et donnent la forme soulignent le pouvoir qu'a le roi sur les corps mêmes, comme s'il fabriquait des sujets identiques à son image. Derrière cette caricature, c'est l'État centralisé que l'auteur de l'Esprit des lois épingle sans relais compétent. De la déraison costumière au vestimentaire, au manque de raison politique. Pour conclure, c'est cette satire sociale qui est si réussie dans les lettres persanes, puisque Montesquieu réussit à faire rire ses contemporains d'eux-mêmes, à leur tendre le miroir de leurs failles et à les leur rendre à la fois drôles et insupportables. Mais ce portrait ne reste jamais là. En ethnologue avisé, Montesquieu cherche les racines du mal, les raisons des dérives de cette classe sociale d'aristocrates dégénérés et de cette cour devenue si insensée. Un autre régime politique est donc nécessairement envisageable. Usbek et Rika en posent les bases discrètement en exhibant les failles des monarchies européennes. Et maintenant, tous à vos livres, c'était les lettres persanes de Montesquieu. Analyse de Laure Soudy, lecture signée Emmanuel Lemire. La grande dictée de Rachid Santaki, c'est tout de suite. Un stylo, un papier, on vous attend. Vous pouvez nous écouter sur l'antenne de France Culture ou nous rejoindre en vidéo sur le Facebook de France Culture. Rachid Santaki. Moi, je suis américain. Ça fait 12 ans que j'habite en France maintenant. Donc, je parle vraiment comme ça, ok? C'est mon vrai accent. Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je ne prononce pas. Sébastien Marx avec ce sketch sur la langue française présenté au Montreux Festival Comédie il y a 3 ans. Choisi probablement par Média Portis-Guérin, notre réalisatrice, parce que se discute en ce moment à l'Assemblée nationale puis au Sénat une loi contre la glottophobie, ces discriminations liées notamment à l'accent. Bonjour à vous Rachid. Bonjour Olivia. Vous êtes avec nous en direct de chez vous, en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup à vous de vous être connecté pour cette grande dictée, la vôtre, comme chaque samedi. Et bonjour à nos invités. Sylvie Vassalo, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas très loin de chez Rachid Santaki. Vous êtes directrice, vous, du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui s'est ouvert hier. Vous avez refusé de renoncer, de baisser les bras. Le salon est quand même maintenu, mais sous une forme plus virtuelle.
Oui, en fait, il est maintenu de façon multiforme. On a invité 200 auteurs et autrices, comme d'habitude, et on leur a proposé de participer à un programme divers, donc avec la création d'une télévision qui est tout entière consacrée à la littérature de jeunesse, avec 20 émissions inédites. On a proposé aux libraires et aux bibliothécaires dans toute la France d'être partenaires, donc ils sont 500 à relayer le programme du salon dans leurs bibliothèques et librairies. On a monté une grande exposition à Montreuil, en plein air, sur la place Aimé Césaire. On a également créé une opération avec le département qui s'appelle Une histoire pour toi et qui consiste à apporter 25 000 livres des auteurs invités aux collégiens de Seine-Saint-Denis. Et dans chacun de ces livres, il aura un marque-page avec un texte écrit par cet éditeur. Et puis également des visioconférences pour les établissements scolaires et pour les journées professionnelles. À nos côtés aussi, Valérie Zenati, bonjour. Bonjour Olivia Gisbert. Vous êtes romancière, vous êtes traductrice et vous faites aussi de la littérature jeunesse. Je ne sais pas s'il faut dire faire, imaginer, penser. Vous êtes l'auteur cet automne de Marilou, le grand incendie, qui a paru à l'école des loisirs. Est-ce que vous êtes une fan de la dictée, Valérie Zenati? Je l'étais enfant, pour le défi que ça représentait, j'aimais beaucoup les défis, mais ça fait bien longtemps que je ne me suis pas attelée justement à essayer de relever ce défi. Donc on va voir aujourd'hui si ça ouvre une nouvelle page dans ma vie. Je vais peut-être devenir passionnée de dictée et en faire une chaque semaine. Alors comme les auditeurs de France Culture, Valérie Zenati, vous êtes chez vous avec un papier, un stylo, de même pour Sylvie Vassallo, qui est peut-être aussi aux portes de son salon plutôt. Vous allez prendre note quand Rachid Santaki va prononcer cet extrait d'un texte, d'un grand classique pour vous. Rachid, vous avez choisi quoi aujourd'hui? Un extrait de Gargantua de François Rabelais. Rabelais, qui est connu pour son lexique foisonnant, ça s'annonce pas forcément facile. Valérie Zenati, Sylvie Vassallo. Je vais vous faire un petit rappel des règles du jeu. Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde un peu moins rapide pendant laquelle on écrit, puis c'est terminé, on se relie. On se relie surtout ensemble avec une lecture correction et on tente d'élucider aussi ensemble les zones d'ombre de ce texte avec les réponses que nous apportera Rachid Santaki sur des points de grammaire ou d'orthographe qui auraient pu poser question. Bienvenue à tous pour cette grande dictée de Rachid Santaki en ce début décembre. On va commencer dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prête, Valérie Zenati, Sylvie Vassallo? Oui. Oui, tout à fait. Et voilà, vous venez de donner le top départ. Rachid Santaki. Donc c'est un extrait de Gargantua de François Rabelais. Première lecture. Les bergers en question leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent au cours du marché. Car c'est un régal céleste, notez-le, que de manger au déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche, surtout des pinots, des sauvignons, des muscadets, de la bicane ou des foireux pour ceux qui sont constipés, car ils les font aller longs comme une pique, et souvent, pensant péter, ils se conchient. On les appelle, pour cette raison, les penseurs des vendanges. Les foissiers ne condescendirent nullement à satisfaire leurs demandes, et, ce qui est pire, les insultèrent gravement en les traitant de trop babillards, de brèche-dents, de jolis rouquins, de mauvais plaisants, de chi en lit, de croquants, de faux jetons, point de suspension. Je vais donc commencer la seconde lecture. Très bonne dictée à nos invités, à nos auditrices et auditeurs. Les bergers en question. Les bergers en question leur demandèrent, les bergers en question leur demandèrent poliment de leur en donner, leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent, virgule. Leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent, virgule. Au cours du marché, point. Je répète, de leur en donner pour leur argent, virgule. Au cours du marché, point. Car c'est un régal céleste, virgule. Car c'est un régal céleste, virgule. Car c'est un régal céleste, virgule. Notez-le, virgule.
notez-le, virgule, que de manger au déjeuner. Donc je répète, car c'est un régal céleste, virgule, notez-le, virgule, que de manger au déjeuner des raisins, que de manger au déjeuner des raisins avec de la fouasse fraîche, virgule. Je répète, notez le virgule, que de manger au déjeuner des raisins avec de la fouasse fraîche, virgule. De la fouasse fraîche, virgule. Surtout des pinots, virgule. Surtout des pinots, virgule. Des sauvignons, virgule. Surtout des pinots, virgule. Des sauvignons, virgule. Des muscadets, virgule. Je répète, surtout des pinots, virgule. Des sauvignons, virgule. Des muscadets, virgule. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Donc, des muscadets, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. De la bicane, de la bicane, des muscadets, virgule, de la bicane ou des foireux, de la bicane ou des foireux, pour ceux qui sont constipés, virgule, de la bicane ou des foireux, pour ceux qui sont constipés, virgule, car ils les font, car ils les font aller long, je répète, car ils les font aller long comme une pique, virgule, car ils les font aller long comme une pique, virgule, et souvent, virgule, car ils les font aller long comme une pique, virgule, et souvent, virgule, pensant péter, virgule, et souvent, virgule, pensant péter, virgule, il se conchit, deux points. Pensant péter, virgule, il se conchit, deux points. Il se conchit, deux points. On les appelle, virgule, on les appelle, virgule, pour cette raison, virgule, il se conchit, deux points. On les appelle, virgule, pour cette raison, virgule, les penseurs des vendanges, point. Les penseurs des vendanges, point. Je répète, on les appelle, virgule, pour cette raison, virgule, les penseurs des vendanges, point. Les fouassiers ne condescendirent nullement, les fouassiers ne condescendirent nullement, les fouassiers ne condescendirent nullement à satisfaire leurs demandes et, virgule, ne condescendirent nullement à satisfaire leurs demandes et, virgule, ce qui est pire, virgule, à satisfaire leurs demandes et, virgule, ce qui est pire, virgule, les insultèrent gravement, ce qui est pire, virgule, les insultèrent gravement en les traitant, les insultèrent gravement en les traitant de trop babillards, virgule, les insultèrent gravement en les traitant de trop babillards, virgule, de brèches-dents, virgule, de brèches-dents, virgule, de jolis rouquins, virgule, je répète, de trop babillards, virgule, de brèches-dents, virgule,
de joli rouquin, virgule, de mauvais plaisant, virgule, de joli rouquin, virgule, de mauvais plaisant, virgule, de chi en lit, virgule, de chi en lit, virgule, de croquant, virgule, je répète, de mauvais plaisant, virgule, de chi en lit, virgule, de croquant, virgule, de faux jetons, point de suspension, et fin de la dictée. Donc je répète, de mauvais plaisant, virgule, de chi en lit, virgule, de croquant, virgule, de faux jetons, point de suspension, et fin de la dictée. Merci beaucoup, Rachid Santaki, pour cette dictée empruntée à Rabelais et son Gargantua. Niveau de difficulté, Valérie Zenati? Je dirais difficulté moyenne, en particulier vers la fin de la dictée. Je pense que j'ai quelques interrogations. Je précise qu'en fait, moi, je suis toujours un petit peu déstabilisée lorsque je tombe sur certains textes parce que, ayant quitté la France à 13 ans pour aller faire mes études en Israël, il y a des textes et des références que je n'ai pas forcément et certains trous. Donc, je n'ai jamais étudié Gargantua, par exemple. Et je pense que j'ai dû faire quelques fautes vers la fin de la dictée. Oui. Enfin, ne pensez pas que pour ceux qui ont étudié en France, ce soit plus simple ou plus évident d'écrire les fouassiers, penser les brèches-dents, les jolis rouquins, les mauvais plaisants, le chiant-lit, les croquants et les fauchetons. Hein. C'est presque aussi compliqué à imaginer. Mais vous êtes aussi traductrice et vous êtes en ce sens, Valérie Zenati, une passionnée des mots et de la langue. Vous avez probablement aussi appris à décrypter notre langue à force de la faire voyager et passer dans vos traductions aussi en hébreu. Niveau de difficulté pour vous, Sylvie Vassallo? Moyen aussi, mais avec de très grosses interrogations pour ma part, avec des mots que je ne connais pas, mais qui sont suffisamment imagés pour qu'on voit. Mais par contre, du coup, on voit pas forcément comment ça s'écrit. D'un certain point de vue, c'est une langue qui est très ancienne, mais qui reste très moderne finalement dans sa gourmandise et aussi dans son côté impertinent. Avec ce texte de Rabelais, il y a, Rachid Santaki, surtout des questions de vocabulaire qui se posent, hein, un peu moins de grammaire que dans d'autres textes que vous avez pu nous dicter. Ici, il y a ce lexique de Rabelais qui le rendait parfois compliqué aussi pour ses lecteurs contemporains. Donc c'est pas simplement, et vous l'évoquiez très bien à l'instant, Sylvie Vassallo, une question de modernité ou d'ancienneté de la langue, puisqu'il s'amusait lui aussi à inventer des mots. Il faisait des choix stylistiques qui lui sont propres. On va essayer d'y aller à l'intuition alors, et avec vous, auditeurs de France Culture, de corriger quelques points importants de cette dictée, sachant que la correction complète est à retrouver sur franceculture.fr. Les bergers en question leur demandèrent poliment de l'en redonner pour leur argent au cours du marché. Les bergers, ERS, en question leur demandèrent, et accent grave, RENT, poliment, un seul M, de leur en donner pour leur argent, au singulier, hein, argent à ne pas mettre au pluriel, au cours du marché. Là c'est le cours, COURS, voilà, du marché. Jusqu'ici tout va bien? Tout va bien, oui. Car c'est un régal céleste, virgule, notez-le, on est dans l'injonction, EZ à noter, que de manger, ER, hein, que de vendre. On retrouve notre règle habituelle pour tenter de savoir si on a un infinitif ou un participe passé, on remplace par un mot du troisième groupe, que de manger au déjeuner, ER aussi à la fin de déjeuner, des raisins, RAISINS, avec de la fouasse fraîche. Rachid Santaki, vous nous aidez pour la fouasse fraîche? Donc la fouasse, je vais demander à nos invités comment elles l'ont orthographiée. FOUA2SE. Valérie Zenati. Fouasse, FOI2SE. Et je pense que c'est FOUA. Ah oui, j'ai entendu fouasse. Oui, c'est fouasse, c'est ça? C'est bien ça, c'est fouasse, effectivement. Ah, là, j'ai été élevée par mes origines du Sud. Et donc, fouasse, c'était FOUACE. Et donc, c'est un nom féminin, c'est une galette cuite au four. Voilà, c'est un C et pas deux S, hein. Oui. Ouais, comme vous l'avez toutes les deux écrit. FOUACE.
CE. Surtout des pinots, des sauvignons, des muscadets, de la bicane ou des foireux pour ceux qui sont constipés. Alors pinot, Rachid, je vous laisse faire peut-être un peu sur cette énumération, cette liste, revenir sur les quelques mots qui vous D'accord. semblent importants. Très bien. D'accord, donc Pinot, là aussi, donc c'est P-I-N-E-A-U-X au pluriel. C'est un nom masculin et c'est donc un vin de liqueur moelleux et agréable préparé dans les Charentes par mutage en une seule fois au jus de raisin frais par du cognac. Donc ensuite nous avions Sauvignon au pluriel, donc S-A-U-V-I-G-N-O-N-S, donc un nom masculin, c'est un cépage blanc de qualité cultivé surtout en France dans le Bordelais et les Pays de Loire. Ensuite des muscadets, donc muscadet M-U-S-C-A-D-E-T-S, et donc nom masculin, vin blanc sec de la région de Nantes. Ensuite, nous avions de la bicane, B-I-C-A-N-E, c'est encore un cépage de table blanc à fleurs femelles demandant une pollinisation artificielle. Et enfin, ou des foireux, F-O-I-R-E-U-X, pour ceux qui sont constipés, et constipés donc au pluriel, et accenté du S, car ils les font aller long comme une pique, et donc car ils les font aller long, aller ER, long comme une pique, et une pique, P-I-Q-U-E, et donc c'est un nom féminin. C'est une arme formée d'un long manche et d'un fer plat et pointu. Voilà, et souvent, pensant péter, donc péter, P-E, accent aigu, T-E-R, il se conchit, donc conchit, C-O-N-C-H-I-E-N-T, et donc c'est un verbe qui signifie salir, pour ne pas dire souiller d'excréments. Voilà, je vous ai laissé 2 faire points. le plus dur, hein, Rachid Santaki. D'accord. Ouais. Toujours bonne camarade. On les appelle, pour cette raison, les penseurs des vendanges. Alors, vendange, ça fait partie des mots sur lesquels on peut hésiter. E-N pour commencer, pour le premier son. V-E-N-D-A-N-G-E-S. Vous nous arrêtez si vous avez des questions, hein, Valérie Zenati et Sylvie Vassallo de votre côté. Les foissiers. Alors, les foissiers, je vous laisse peut-être y revenir, Rachid. D'accord, les foissiers, comme tout à l'heure on l'indiquait, cette galette, et donc les foissiers, ce sont donc les personnes vendeurs qui vendent, voilà exactement, de foisse, donc F-O-U-A-C-I-E-R-S, puisque c'est au pluriel. Les Condescendir. foissiers. C'est pas évident. C-O-N. Condescendir. Ouais. C-O-N-D-E-S-C-E-N-D-I-R-E-N-T. On reste au passé simple. Nullement avec 2 L et un seul M. À satisfaire leurs demandes et, virgule, ce qui est pire, virgule, pas de difficulté a priori, les insultèrent, I-N-S-U-L-T-E-R-E-N-T, gravement, donc c'est toujours au pluriel, en les traitant de trop babillards, babillés. Trop bavards, hein, nos amis. B-A-B-I-2-L-A-R-D-S. De brèche-dents. Comment vous l'avez écrit, Valérie Zenati, brèche-dents? Alors, j'ai une petite hésitation finalement. J'ai écrit brèche au singulier tiré dent au pluriel. Et c'est juste. Bon, bonne pioche. Et pareil pour vous, Sylvie Vassallo? Non, j'ai mis un S à brèche. Ce qui pourrait sembler logique. Joli rouquin, mauvais J'ai une plaisant. vague règle qui est revenue, mais sans pouvoir, sans être Ouais. capable de l'expliquer. Mais Ouais. je sais que une vague règle que je connais à moitié certainement m'a guidée. C'est ça, c'est un intuition. Les jolis rouquins, les mauvais plaisants, P-L-A-I-S-A-N-T-S pour plaisant au pluriel. Comment vous avez écrit, Sylvie Vassallo, de Chienlit? Et alors, à la j'ai manière hésité de à la Rabelais. fin. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité. J'ai écrit. Je savais pas s'il y avait un T ou un E. J'ai mis un E à la fin. Moi, j'ai mis un T. D'accord, un T, bah, effectivement, c'est bien avec un T, le chienlit. Et dans le texte de Rabelais, c'est la première orthographe. Initialement, c'était orthographié chi-en-lit. C-H-I-E-en, E-N-li, L-I-T, qui finalement est devenu chi-en-lit en un seul mot, sans les tirets. Et donc le personnage typique du carnaval de Paris. Donc chi-en-lit dans le texte avec des tirets, entre chi, en et li. D'accord, donc c'est pas le Chienlit de Gaulle en un mot, c'est en 3 mots, comme chez Rabelais. On termine avec
croquants, CROQUANTS, et les faux jetons, FAUX, jetons, JETONS. Voilà pour cette dictée signée Rabelais, extrait de Gargantua, dit et dicté par vos soins, Rachid Santaki. Combien de fautes a priori pour vous, Sylvie Vassallo? Alors, il y avait Foisse et Foissier et Chianly et Brechdan. Je crois qu'au moins 4. Est-ce que vous êtes posé d'autres questions sur d'autres mots qu'on n'aurait pas évoqués? Oui, moi je m'étais posé une question sur Pinot. J'avais repéré le cipage, mais j'hésitais entre Pinot et avec le Pinot PINOT. De votre côté, Valérie Zenati? Alors, Foisse, effectivement. Moi, Pinot, je l'ai écrit OTS. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, c'est une deuxième faute. Foissier. Et donc, Chianly, est-ce que ça marche si on l'écrit comme on l'écrit maintenant ou il faut l'écrire comme Rabelais dans ce cas? Rachid Santaki. En 3 mots. C'est vous qui faites les règles. Des règles, je dirais que nous sommes là pour nous amuser, donc oui, on peut l'écrire en un seul mot, effectivement. D'accord, bon, c'est juste pour savoir. Donc, dans ce cas, ça fait 1, 2, 3 fautes. Foisse, Foissier et Pinot. Voilà, et on n'oublie pas le trait d'union entre notez-le, je ne sais pas si j'ai pensé à vous le dire, et vous ne vous êtes pas étonné du poliment, formé de l'adjectif masculin poli avec le suffixe ment, MENT, tout va bien, comme vraiment ou résolument par exemple, pas de doute ou d'hésitation sur l'écriture de cet adverbe. Hein. Non, moi j'ai eu un doute en écrivant bicane, mais là aussi il y a eu de l'intuition. Voilà, finalement ça c'était... Je ne connaissais pas le mot. Oui, ça s'est écrit comme ça se prononce. Ouais, c'était plus simple. Voilà. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Alors vous devez noter le nombre de fautes en bas de la page, signer et surtout nous envoyer cette dictée, qu'on puisse l'archiver. Ad vitam aeternam. Plaisir de vous avoir. Je vais quand même vous évoquer dans les mots de Valérie Zenati et de ses personnages avec son héroïne Marilou, petit écureuil dans Le Grand Incendie qui paraît à l'école des loisirs. À quoi ressemble chez les écureuils un dîner gargantuesque? Et la soirée avait été très joyeuse, écrivez-vous Valérie Zenati dans ce conte pour enfants. Maman avait servi un repas de fête, des glands gigantesques, des cerises, des champignons séchés et bien sûr des noisettes fraîches. Tous les 5 s'étaient régalés et avaient même un peu trop mangé. Quel fil avez-vous suivi avec cette histoire, Marilou, et Le Grand Incendie, Valérie Zenati? C'est le premier livre pour la jeunesse que j'écris depuis 12 ans. Donc pour moi, c'était un livre très important. J'avais conscience depuis 12 ans que je n'avais pas abandonné la littérature jeunesse, mais je n'avais pas forcément un fil suffisamment fort pour y retourner. Et le fil conducteur de ce livre, c'est la rencontre et la perte. Voilà, ce qui m'a guidée, c'est une grande rencontre et une grande perte qui sont venus se glisser dans cette histoire qui s'est inscrite dans un moment de ma vie où j'ai eu la chance d'être dans un paysage semblable à celui de Marilou, sans grand incendie, en tout cas visible pour autant. Mais si je me souviens bien, j'ai fait cet été-là un rêve très important, je crois, qui a relié de manière souterraine peut-être une expérience vécue et ce désir d'accompagner cette petite écureuil à la fois dans la rencontre et dans la perte et dans la découverte aussi de l'amitié. C'est un livre pour enfants, c'est de la littérature jeunesse, comme on dit, et en même temps c'est un livre qui vous ressemble. J'espère beaucoup, oui. Vous savez, j'ai commencé par écrire pour les enfants, et à l'époque on me disait mais tes livres sont très bien, pourquoi ne sont-ils pas pour les adultes? Ce que je trouvais toujours un petit peu incongru, parce qu'il n'y a pas de raison d'écrire de mauvais livres pour les enfants, évidemment. Et j'essaie d'être très exigeante et même encore plus peut-être lorsque j'écris pour la jeunesse. Tout simplement, je crois que, et je suis vraiment heureuse d'avoir pu retourner vers cette voie-là. Vous savez aussi que je traduis par ailleurs Aaron Appelfeld, pour qui l'enfance est restée et doit rester une source vive, accompagnant tout acte de création tout au long d'une vie. Et lorsque je retourne vers cette voie-là, je pense que j'y retourne, ou j'essaie d'y retourner avec
une innocence évidemment qui n'est plus la mienne mais qui reste enfouie et que j'aime retrouver, et deux ou trois choses de l'adulte qui a vécu et qui est là pour les raconter. Oui, je crois que je mets beaucoup de moi dans mes livres jeunesse et qu'ils sont nettement plus autobiographiques que mes livres pour adultes qui en apparence puisent aussi dans mon vécu. Et on imagine que cette langue, cette écriture pour les enfants ne doit pas être si facile à trouver les mots qui vont les toucher, trouver les mots qui vont leur parler, et on comprend l'importance à la fois que ce salon soit installé en Seine-Saint-Denis à Montreuil. Rachid Santaki, vous n'affirmerez pas ce propos, j'imagine. L'importance aussi d'ouvrir grand les portes de ce temple littéraire pour les enfants et les jeunes adolescents. Voilà, la dictée pour certains, Valérie Zenati, peut paraître s'apparenter à un exercice un peu rébarbatif. L'important aussi de faire vivre ce moment comme un jeu, c'est de garder le contact avec les mots et le plaisir de la lecture. Hein. Bien sûr. Il faut lire. Oui. Lire et jouer avec les mots, effectivement. Lire et ensuite jouer avec eux. Je crois que c'est très très important de transmettre la dimension profondément ludique du contact avec le langage. Merci beaucoup à vous, Valérie Zenati, et merci mille fois à Sylvie Vassallo, directrice du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, qui s'est ouvert hier, qui va durer une semaine dans des conditions certes particulières, comme nous l'expliquait Sylvie Vassallo, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre donc de cet ouvrage jeunesse que vous signez à l'École des loisirs, Valérie Zenati, Marilou et le grand incendie, l'histoire d'une petite écureuil. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était En français dans le texte, une émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon, avec l'aide précieuse de Zora Vignier. À la réalisation, Mydia Portis-Guérin, avec à la technique Jean Frédérix et Clara Galivelle. Très bonne fin de journée à tous sur France Culture.